Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre émission Ils ont osé, qui est une série d'échanges sur des thèmes bien précis pour vous permettre à vous, jeunes entrepreneurs, de mieux comprendre l'environnement du travail. Aujourd'hui, on va parler du pays de la Teranga, le Sénégal, plus particulièrement de l'emploi des jeunes et de l'industrialisation du pays, qui est un vrai défi pour le nouveau gouvernement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et de partager. Sans plus tarder, nous allons entamer avec nos spécialistes, M. Kadiona, qu'on va laisser se présenter. Bonjour M. Kadiona. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Moi, c'est Stéphane François Kadiona, entrepreneur et investisseur en Afrique et particulièrement au Sénégal. M. Kadiona, l'emploi des jeunes est un sujet crucial et très complexe. Car dans un pays où la jeunesse constitue plus de la moitié de la population, et les jeunes âgés entre 18 et 35 ans représentent plus de 5 millions, soit plus de 30% de la population nationale. Oui. À votre avis, quelle est la cause du taux élevé de chômage dans ce pays? Alors, merci déjà de la question qui est une question très importante, qui a préoccupé l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés jusqu'ici dans le pays, et qui sans doute sera un défi et un challenge à relever par l'actuel gouvernement à qui je souhaite un plein succès pour enfin réaliser le rêve de toute la jeunesse, sinon de tout le peuple sénégalais, qui est de voir ses jeunes, ses enfants, ses fils et ses filles travailler et avoir un emploi décent, bien rémunéré et qui leur permet de s'épanouir. Alors, moi, je pense que l'une des causes principales du chômage des jeunes au Sénégal, c'est le manque de compétences. On a une bonne ressource humaine pour celles et ceux qui travaillent. Mais pour ceux qui chôment, généralement, la cause, c'est le manque de compétences professionnelles. Je vois beaucoup de jeunes que je connais qui font des parcours universitaires sans faute, licence, master, parfois doctorat, mais qui sortent sans réel savoir-faire manuel ou bien sans compétences pratiques, qui leur permet aussitôt de rentrer dans le marché du travail et d'être employables. Il y a beaucoup de jeunes qui font licence, master, et il faut qu'ils payent à nouveau 2 années après avoir quitté l'université pour faire ce qu'ils appellent des formations professionnalisantes. C'est assez paradoxal. On ne fait pas 3 années à l'université ou bien 5 années pour sortir et ne pas être un professionnel. Donc c'est assez flou comme démarche, et je pense que l'État a fait quand même beaucoup d'efforts, notamment en 2020, lorsqu'il a lancé un audit du contenu des programmes universitaires pour voir est-ce que c'est en adéquation avec les besoins du marché du travail sénégalais. Okay. Donc ces efforts sont à louer, mais je pense qu'il faut aller plus loin et plus vite. Il faut que ce qu'on enseigne aux étudiants, qui sortent par dizaines de milliers, chaque année, il y a près de 300 000 étudiants qui sortent, en tout cas des diplômés, qui sortent et qui rentrent dans le marché du travail. Chaque année, au Sénégal, 300 000. Et moins de 10% parviennent à trouver de façon effective un emploi. Donc ça, c'est des statistiques qui sont absolument catastrophiques. Et ce qui le fait généralement, c'est ce que je viens de dire, il n'y a pas d'adéquation nécessairement. Il n'y a pas d'accord entre ce qu'ils apprennent, nos diplômés, dans les universités et les écoles de formation. Il n'y a pas d'accord entre ça et ce dont le marché du travail a besoin. Donc il faut que les besoins des entreprises soient pris en compte et qu'il y ait une adéquation qui soit faite au sein des écoles de formation. Ça, c'est important. Ce qui fait que quand ils sortent, ils sont employables automatiquement parce que les compétences dont ils disposent sont celles dont a besoin le secteur de l'emploi. C'est important. Donc ça, c'est l'État qui devra faire cela. Tout à fait, tout à fait. L'État, les universités, les écoles de formation et l'ensemble des acteurs de l'éducation. De l'éducation. Tout à fait. Parce que nous constatons que maintenant, les étudiants sont de plus en plus conscients de ce problème et vont vers les formations professionnelles pour acquérir des compétences, pour pouvoir, s'ils ne peuvent pas rentrer dans le marché, pour être des entrepreneurs et pouvoir aussi innover. Donc ne pensez-vous pas que l'État devrait tirer vers ce sens pour éradiquer complètement ce problème de l'emploi? Oui, je partage votre avis qui est très pertinent. Effectivement, l'entrepreneuriat est l'une des solutions phares, sinon la meilleure solution en l'État pour éradiquer le chômage.
Effectivement, comme vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de jeunes de plus en plus qui sortent avec un DUT, un BTS, un DIC, un diplôme d'ingénieur de conception, des jeunes qui sortent des écoles où on forme les plombiers, notamment à Diamniadio, ou bien des ISEP, ce qui a été une initiative formidable hein, et qu'il faut pérenniser. Il y a de plus en plus de jeunes qui sortent de ces établissements techniques et qui se lancent dans la création d'un business, d'une entreprise, ce qui est totalement louable et qu'il faut encourager. Parce qu'effectivement, pour créer quelque chose qui est aux yeux du public, du marché, une certaine valeur, donc pour créer un besoin ou bien répondre à un besoin, il faut des compétences. Et je pense que nos jeunes qui en créent, des entreprises en tout cas, ont des compétences qu'ils peuvent faire valoir sur le marché. C'est des gens qui sont intelligents, qui innovent, qui créent des choses et qui créent des emplois. Donc moi je pense que l'entrepreneuriat est effectivement une des solutions phares dont le gouvernement actuel doit se servir pour éradiquer le chômage, mais il faut que les jeunes entrepreneurs soient appuyés. Moi je trouve qu'ils ne sont pas assez appuyés, ils ne sont pas assez outillés, ils ne sont pas financés parfois. On voit des jeunes qui se lancent, qui n'ont besoin que de 500 000, 1 million, 2 millions de francs CFA pour mettre en place une activité ou bien développer un produit qu'ils vont mettre sur le marché et voir si ça marche ou pas. Mais quand ils partent pour lever des fonds à la banque ou au niveau des structures de financement, on leur demande des garanties. Une maison, un véhicule, un jeune de rien du tout, 20 ans, 21 ans, 24, 25 ans. Il n'a pas de garantie. Des garanties Par contre, il a des idées, il a une volonté farouche de créer quelque chose, d'avoir un emploi qu'il crée par lui-même et d'en créer pour ses camarades. Et il a également une vision qui parfois est très claire et très pertinente du point de vue économique. Mais ce qui manque, c'est effectivement ces garanties qu'on leur demande et qui bloquent le circuit de financement. Donc moi, je pense qu'il faut mettre en place des structures de financement ou bien en tout cas rassembler celles qui existent déjà pour que le mécanisme de financement soit plus souple, plus rapide, plus flexible et permettre aux jeunes qui n'ont pas forcément des garanties d'avoir au moins accès au financement. Mais pas que. Il ne s'agit pas seulement de dire je finance le jeune, il va créer une boîte qui va marcher et qui va créer des emplois. C'est pas ça le point, je pense. Je pense que le point c'est de dire le jeune qu'on finance, on doit également l'accompagner. Un jeune, il peut sortir et il est diplômé en mécatronique. Je prends un cas très intéressant. Il met en place des machines à découpeuse numérique, des CNC, qui permettent à beaucoup de métiers artisanaux, comme la menuiserie, de se moderniser et d'être plus automatisés. Ce jeune, il vient, il parle aux menuisiers, ils sont intéressés par son produit, il le vend. Donc, il est bon techniquement et il peut même être un bon commercial. Et d'ailleurs, parfois, c'est très important. Vous avez beau être un très bon ingénieur ou technicien, si vous ne savez pas vendre, allez vous reposer. Vraiment. Ou bien allez vous former. Parce que si vous êtes un bon technicien sans être capable de vendre votre produit ou bien votre innovation, c'est pas la peine. Maintenant, le jeune qui est bon techniquement, qui met en place un produit, qui est capable de le vendre, il n'a pas forcément des compétences fiscales. Il n'a pas forcément des compétences administratives. Il n'est pas forcément un bon comptable. Donc il faut que les structures qui accompagnent les jeunes sur le plan financier mettent en place également un écosystème. C'est en train d'être fait par beaucoup de structures et je félicite cette dynamique, mais il faut qu'elle soit davantage renforcée. Il faut que ces jeunes bénéficient d'un cadre entrepreneurial plus divers qui leur permet de se sentir bien entourés. Donc, après avoir été financés, qui sentent à côté qu'ils peuvent faire appel à quelqu'un qui est bon en fiscalité, en cabinet comptable, qui ne leur coûte pas, j'allais dire, la peau des fesses, et puis qui leur permet d'être à l'aise dans un environnement où il y a des gens comme eux qui entreprennent et qui tentent de faire bouger les choses. Moi, je pense que ça manque dans l'écosystème et qu'il faut renforcer cette dynamique qui a été créée maintenant peut-être une dizaine d'années par beaucoup de structures que je félicite au passage. Nous notons aussi un manque d'opportunités économiques, en particulier dans les zones où l'agriculture reste le principal moyen de subsistance. De ce fait, nous notons aussi que beaucoup de jeunes migrent vers Dakar, ce qui peut entraîner une pression supplémentaire sur les infrastructures urbaines et les services sociaux. Quel acte pensez-vous que nos décideurs devraient poser pour résoudre ce problème de manque d'opportunités dans les zones rurales? Je pense que ça, c'est une question importante qui
qui concerne l'exode rural, qui est un phénomène bien connu. Et puis je rebondis assez rapidement sur la question précédente. J'ai parfois une mémoire d'escalier. Alors, il y a un autre goulot, je pense, qu'il faut régler pour les entrepreneurs, c'est la question des retards de paiement. Alors, c'est une question tellement importante que je ne pouvais pas passer dessus sans développer sur cette question. Parce que les retards de paiement que moi j'observe, il y a beaucoup d'entrepreneurs, au rang desquels je me situe, qui n'ont pas forcément besoin de l'appui de l'État, qui s'en sortent pas mal, qui créent des emplois, qui créent de la richesse, qui innovent, qui apportent une valeur qui est certaine sur le marché et dont les gens ils ont besoin. Mais derrière, au moment d'être payé par l'État, on voit qu'il y a des retards qui sont parfois très longs. Actuellement, l'État doit, en termes de dette intérieure à ces entreprises locales, un montant de plus de 4 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme, vraiment. Qu'on doit aux entreprises locales. Alors, dans ces 4 milliards 700, moi, j'ai une part modeste, un petit montant de 140 millions de francs CFA qu'on doit me payer, à moi uniquement. C'est pas un montant immense, mais pour un petit entrepreneur comme moi, c'est important quand même. C'est vraiment important. Alors, imaginez les gens qui, comme moi, ont des montants de 200 millions, de 300 millions, parfois même des montants de 5 ou 10 millions, que l'État doit leur payer après qu'ils aient délivré des services ou des prestations pour l'État, ou bien qu'ils aient livré de la marchandise, et que l'État ne paye pas pendant 1 an, pendant 2 ans parfois. Donc, non seulement l'entrepreneur il n'est pas accompagné au départ, pas forcément en tout cas, pourtant il se débrouille, il s'en sort. Mais au moment d'être payé, l'État retient son argent pendant un délai qui est quand même tout sauf raisonnable, quoi. Pour un entrepreneur. Pour un entrepreneur sénégalais. Donc là, l'impact sur la trésorerie, il est immédiat. Cet entrepreneur-là, il fait face à des charges fixes et variables qui ne vont pas disparaître parce qu'il n'a pas été payé. Non, les charges, elles sont là et il doit les supporter. Donc je pense qu'on doit appuyer l'entrepreneuriat local des Sénégalais en facilitant également l'accès au paiement. Quand l'entrepreneur il travaille, il faut le payer. Quand vous le payez, ça lui permet à lui de supporter ses charges de location, paiement de courant, d'électricité, d'eau, ainsi de suite, de payer ses salaires, de rémunérer ses actionnaires s'il en a. Donc ça permet de créer un climat de confiance autour de son business qui va favoriser la croissance de ce dernier et la création de plus d'emplois dans son secteur. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais rebondir rapidement avant de répondre à votre deuxième question. Alors, pour en revenir à la seconde question qui concerne le phénomène du manque d'opportunités des jeunes, là où ils se trouvent et qui les pousse à venir à Dakar, je pense que c'est aussi un phénomène sur lequel il faut sur lequel il faut se pencher déjà, et puis apporter des solutions à ce phénomène. Alors, qu'est-ce qui l'explique ? Déjà, c'est assez bizarre qu'on ait Dakar, moins de 0,5% du territoire national. On est, pour certaines statistiques, à 0,3%. C'est tellement petit. C'est petit. Pourtant, ça concentre l'essentiel de l'activité économique de tout le Sénégal. C'est véritablement un paradoxe économique qui ne peut pas perdurer. Alors, je pense que le fait que les jeunes n'aient pas d'opportunités dans leur terroir, dans leur communauté, dans leur région, et qu'ils tentent de venir à Dakar, ça n'est pas fortuit. Ça n'est pas fortuit. C'est parce qu'au niveau de leur communauté, on n'a pas essayé de développer des pôles de développement qui sont liés justement aux potentialités de ces zones-là. Je prends le cas de la Casamance, de la zone centre du pays ou de la zone nord, où il y a dans chaque localité des atouts, des particularités qui sont propres à cette zone-là, mais qui ne sont pas développées. La riziculture, pour le cas de la zone nord, Saint-Louis, Matam, ainsi de suite. L'arachide, pour le cas de la zone centre. Les cultures comme la mangue, dans le cas de la zone sud. Il y a beaucoup de cultures que je connais sur place qui pourrissent parce qu'il n'y a pas d'industrie de transformation sur site. Et ça, c'est catastrophique. Vous voyez des jeunes de la Casamance qui quittent Ziguinchor, ou bien Oussouye, ou bien Moulombe, ou bien Kolda, ou bien Bignona, qui viennent à Dakar pour chercher du travail, alors que ces jeunes, s'ils avaient été accompagnés et si on avait développé leur localité en y implantant, comme j'ai dit tantôt, des pôles de développement qui sont vraiment massifs et qui sont créateurs d'emplois, ces jeunes n'auraient pas eu besoin de venir à Dakar. Parce que là où ils sont, il y a beaucoup plus d'opportunités de développement personnel qu'à Dakar. Dakar, c'est maintenant saturé. Tout le monde est à Dakar.
Et quand on vient ici, c'est pour les emplois souvent très précaires, où on ne paye pas assez. Des montants de 75 000 francs par mois, de 50 000, de 40 000. Les jeunes sont surexploités. Et pour ceux qui ne peuvent plus survivre, ils prennent la mer et ils vont mourir dans la Méditerranée pour aller regagner l'Europe ou bien je ne sais quelle destination. C'est assez regrettable. Et je pense que des solutions peuvent être trouvées. Et parmi ces solutions, j'ai entendu le ministre Dr Serigne Diop en parler récemment, et cette vision, elle m'a beaucoup séduit. Et je pense qu'il faut qu'on encourage ce ministre et le gouvernement à foncer dans cette dynamique-là. Il a parlé de la création de zones économiques spéciales dans quasiment toutes les régions du Sénégal. Mais ça, c'est fantastique. Parce que quand on crée des zones économiques spéciales dans les régions de chaque, dans en tout cas les grands centres, c'est pas forcément par région, mais par zone. On peut mettre en commun 3 ou 4 régions qui font à peu près la même chose, ou bien qui ont à peu près la même potentialité en termes de ressources naturelles et humaines, et puis on les concentre et on crée dans cette localité une zone économique spéciale. Qui va favoriser la création d'industries reliées à ces potentiels de ce terroir-là et qui va pousser les jeunes à venir travailler. Je prends un cas très concret, le cas du pétrole et du gaz. Dans le cas du pétrole et du gaz, heureusement d'ailleurs, l'État a signé un contrat de partage de production et non de partage de revenus. Dans le cas de ce format-là, où on gagne des barils de pétrole et des mètres cubes de gaz, moi je pense que l'une des idées sur lesquelles devrait s'appuyer le ministre et le gouvernement actuel, ce serait de dire on n'utilise pas les revenus issus des ressources naturelles, pétrole, gaz, récemment découvertes au Sénégal, pour faire des dépenses publiques. C'est pas ça le bon modèle économique, ça c'est pas bon. Moi je pense que le bon modèle économique, c'est de se servir des ressources naturelles que sont le pétrole et le gaz pour baisser le coût de l'énergie. Par exemple, notre raffinage qui existe et qui a peut-être quelques problèmes avec la SAR, qui peut être amélioré évidemment, on peut le renforcer, créer une deuxième unité ou bien usine de raffinage au Sénégal qui va permettre d'alimenter nos centrales électriques de production et de baisser le coût au kilowattheure de l'électricité. Mais quand on baisse le coût de l'énergie, on baisse de façon mécanique le coût de production des usines. Et quand les usines qui sont étrangères, les investisseurs, et même les investisseurs locaux, quand ils voient que le coût de production à l'arrivée va être faible, parce qu'en amont on a baissé le coût, le facteur énergie, mais les gens sont plus enclins à venir investir au Sénégal. Et quand ils viennent investir avec des coûts de production qui sont faibles, parce qu'ici, côté salaire, vraiment c'est raisonnable, on ne paie pas des millions de dollars ici de salaire à nos ingénieurs, c'est des coûts plutôt raisonnables. Donc côté salaire, je ne pense pas que le coût de production va gonfler de ce côté-là. Mais ça gonfle plutôt du côté des intrants. Donc quand on baisse le facteur énergie et que le coût global, il baisse, mais les entreprises qui viennent créer ici des produits, ou bien faire de l'assemblage de produits, ou bien faire de la transformation agricole pour vendre localement et exporter au niveau de la sous-région et en Europe et aux États-Unis, mais ces entreprises-là vont voir le prix compétitif. Ils pourront compétir avec les produits qui sont importés. Et quand ils sont compétitifs, leur activité, elle marche. Et quand elle marche, qu'est-ce qui se passe? L'État qui n'avait pas profité au départ des revenus financiers du pétrole et du gaz, mais qui a plutôt dit, puisque c'est un partage de production, j'utilise le produit pétrolier en tant que tel, ou le produit gazier, pour en faire ce que je veux, donc pour raffiner, ou bien pour alimenter les centrales, et créer davantage d'énergie, d'électricité, faire baisser ce coût au niveau des ménages et au niveau des gens qui vont venir investir. L'État, ce qu'il va gagner, c'est que non seulement il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés grâce à ces investissements directs étrangers qui seront plus nombreux, mais l'État va également gagner en termes de recettes fiscales. Donc l'État perd au départ en n'utilisant pas tout de suite les revenus issus de l'exploitation du gaz et du pétrole et d'autres ressources, comme le zircon, l'ilménite, le rutile, le leucoxène. L'État se dit, je m'en sers pour favoriser la baisse du coût de production des usines qui vont venir s'implanter dans mon pays. Et après, derrière, l'État gagne en termes de recettes fiscales et permet à ces usines de créer des emplois. Et évidemment, je pense que dans ces contrats, il faut qu'on se rappelle de l'importance de privilégier la participation majoritaire des Sénégalais dans le capital de ces usines qui vont être créées, et puis de leur imposer de prendre en priorité des ressources humaines locales plutôt qu'étrangères. Ça aussi, c'est important.
Donc, et quand on fait ça, on booste non seulement le secteur de l'emploi, donc on emploie plus de jeunes via la création d'industries, on gagne beaucoup de recettes fiscales issues du bénéfice imposable des entreprises qui vont être installées par des étrangers ou bien par des locaux, même par des gens de la sous-région. Et puis ensuite, on booste le pouvoir d'achat du Sénégalais lambda. Parce que les gens sont maintenant payés, ils travaillent davantage, ils sont payés, et puis ils consomment. Donc le pouvoir d'achat des Sénégalais augmente, la consommation des Sénégalais augmente, l'économie va tourner, parce que les gens vont consommer ce qui va être produit. On produit, il y a des gens à qui on paye, qui ont un pouvoir d'achat qui est important, qui consomment. Donc ce qui est produit est vendu et exporté. On capte des devises qui sont issues de l'étranger et qui viennent tomber dans la caisse de l'État du Sénégal via les recettes fiscales. Et puis les gens qui sont au Sénégal et qui consomment se retrouvent dans un pays qui devient de plus en plus agréable à vivre. La jeunesse n'aura pas besoin d'aller s'expatrier en Europe ou bien aux États-Unis ou bien dans le Nicaragua, se tuer en mer pour trouver du mieux vivre. Je ne pense pas. Donc c'est important. Donc nous pouvons dire que l'industrialisation du pays est essentielle pour la création d'emplois. Absolument, absolument. Moi je pense que le pays, tant qu'on ne l'aura pas industrialisé, on ne pourra pas créer des centaines de milliers d'emplois ou bien des millions d'emplois sur un horizon qui est plus ou moins court. Donc il faut qu'on industrialise le pays. Et ce n'est pas l'État qui crée des emplois. L'État crée un écosystème qui favorise la création d'emplois. Et comment l'État le crée? Via les zones économiques spéciales dont j'ai parlé, en mettant en place des mécanismes qui sont vraiment fluides, qui sont souples pour les entreprises qui viennent s'installer, côté fiscalité, côté TVA, côté importation de certains matériaux, ou bien matériels, en tout cas pour assembler les usines et les monter, les mettre en place. Il faut que l'État soit plus souple. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ne vont pas payer côté impôt, mais ils vont payer par la suite. Pas au démarrage. Comme ça, ils démarrent avec le moins de charges possible pour pouvoir bien se lancer et créer beaucoup d'emplois de façon assez rapide. Et puis l'État va se rattraper par la suite avec les recettes fiscales. Donc sans industrie, il n'y a pas de création massive d'emplois. Et sans création massive d'emplois, il n'y a pas d'économie de consommation. Exact. Donc si le primaire ne marche pas, le secondaire ne marche pas, il n'y a que le tertiaire qui va continuer à marcher dans ce cas. Ce qui serait catastrophique. Les banques, les assurances, les télécoms. Ça ne suffit pas pour employer tous les jeunes. Il faut des usines, des industries pour emmagasiner le maximum de jeunes possible en termes d'emploi. Exactement. Tout à fait. Donc nous pouvons dire... Et puis, vous m'excusez, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, hein? Mais quand ils produisent, ils n'ont pas des usines de transformation pour acheter ce qu'ils ont produit. Exactement. Donc ils ne sont pas motivés finalement à produire. C'est sur ce point même que je voulais rebondir. Pour vous demander, ne pensez-vous pas que l'industrialisation est l'enjeu majeur pour le développement économique et social du pays, sachant qu'elle est dépendante de l'agriculture et de ses ressources naturelles? Absolument, absolument. Moi, je pense que, comme j'ai dit tantôt, il peut y avoir beaucoup d'usines qui viennent s'installer pour faire de l'assemblage, de la production, avec des brevets qui seront déposés. Et puis ça, il faut qu'on encourage l'investissement dans la recherche et développement pour mettre en place véritablement un écosystème qui favorise la création et le dépôt de brevets sénégalais. Ça, c'est une propriété intellectuelle qui est importante à inculquer aux jeunes. Pour le dire, déposez des brevets, misez dans vos entreprises, dans la partie recherche et développement pour innover davantage, mais il faut qu'ils soient accompagnés par l'État, parce que ça a un coût. Et puis, comme je dis tantôt, à côté des entreprises qui vont faire de l'assemblage, de la production de matériaux quelconques, de divers matériaux locaux qui sont utilisés ici et ailleurs, il y a les industries de transformation à côté. Et quand elles n'existent pas, les gens qui produisent dans les champs et qui veulent vendre, ils finissent par voir leur production pourrie sous le soleil. C'est le cas de l'oignon parfois, de la mangue, de beaucoup de produits qui sont cultivés par nos jeunes ou bien par nos paysans, nos papas, nos mamans, nos grands-parents, qui savent très bien faire ce métier. Même quand il n'est pas modernisé, c'est des gens qui sont quand même productifs. Mais ce qu'ils produisent est vendu à faible coût, ou bien ils voient pourrir leur production sous le soleil, ou bien sous la pluie. Juste parce qu'il n'y a pas d'industrie de transformation qui va capter la production, la transformer, la mettre en packaging, donc le conditionnement, vendre localement et exporter. Donc il faut qu'on ait ce triptyque entre la facilitation des investissements étrangers directs ou bien des investissements locaux via la création de zones économiques spéciales
et le regroupement des régions par pôle de développement. Il faut également qu'on ait des industries de transformation qui vont utiliser tout ce qui est produit par nos paysans et par nos agriculteurs, dont il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas. Il faut qu'il y ait donc ces usines pour que tout ce qui est produit soit acheté à bon prix, transformé ici, avant d'être envoyé en Europe ou bien aux États-Unis. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que la matière première, elle est vendue à bas coût, donc ce qui est produit dans les champs, et c'est vendu à des prix qui sont vraiment stupides à la limite, des prix risibles, qui sont vendus à l'étranger, ils transforment eux, et ils nous revendent ça 2, 3, voire 4 ou 5 fois plus cher. Ça n'est pas un modèle qui peut perdurer. Il faut qu'on transforme sur place, qu'on consomme ce qu'on produit et qu'on produise ce qu'on consomme. Ça ne doit pas se limiter à des slogans, mais ça doit devenir des faits concrets, tangibles, sur lesquels tout le monde peut mettre le doigt. C'est important. Et c'est possible. Ouais. Et c'est possible, c'est possible. C'est possible. Tout à fait. Le mot de la fin? Alors, merci déjà de l'invitation. Mon mot de la fin, c'est de dire aux jeunes, il faut y croire, il ne faut pas se laisser décourager. Il faut y croire, il faut y croire. Le pays, il va changer. Le Sénégal, là, il va changer. Moi, j'ai en tout cas beaucoup d'espoir dans les nouvelles autorités qui ont été élues. Je vois en elles beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de résilience également face aux difficultés qu'elles ont vécues il n'y a pas longtemps. Donc je pense que c'est des gens qui sont préparés, aussi bien mentalement qu'intellectuellement, à relever le défi du développement économique, de l'employabilité des jeunes et vraiment de la destruction du chômage. Moi, je veux qu'on détruise le chômage. C'est possible. Parce que les jeunes, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Tu vois un jeune qui se lève du matin au soir, il voit papa, maman qui s'occupe des questions économiques de la maison. Et le jeune, lui, il est là, il peut rien faire. Il peut s'occuper d'aucune dépense. Tout ce qu'il consomme du matin au soir dans la maison est issu de la poche de papa ou maman. Mais arrivé à un certain âge, à 20 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans, ça devient écœurant et décourageant. Donc je pense que les jeunes, ils ont de la vergogne, ils veulent travailler, mais il faut qu'on les appuie. Et puis qu'on leur dise de ne pas se décourager, de tenir bon. Parce que bientôt le pays, il va radicalement changer. Les industries vont être créées, moi j'en suis convaincu, avec l'initiative des zones économiques spéciales qui seront essaimées un peu partout dans le pays. Et puis je pense que lorsqu'on aura un pays sur cette rampe d'industrialisation, les emplois vont se créer par dizaines de milliers, pour ne pas dire par centaines de milliers. Et les gens vont voir que l'économie du pays va s'en trouver rétablie, renforcée et puis en meilleure santé. Donc les jeunes, les femmes, ne vous découragez pas. Ça va aller. Ne vous découragez pas. Ça, c'est le dernier mot de M. Kadiona. C'est ça. Donc, on vous donne rendez-vous dans les commentaires pour vous donner vos avis sur le thème d'aujourd'hui et proposer des sujets à débattre. Donc, on vous dit à très bientôt sur Oser l'Afrique. C'est ça. Merci. Merci à vous.